Bonjour, bienvenue sur mon nouveau podcast. Je marche, donc je pense. Un podcast par Marie du Jardin des Talents. Donc voilà, je suis Marie. J'ai un parcours professionnel assez atypique et alambiqué. J'ai plein de choses à dire. Et je me lance dans l'aventure du podcast. Donc c'est un podcast qui sera fait en pleine marche. Parce que quand je marche, je réfléchis. Et quand je marche, je peux poser mes idées. Voilà. Donc je me suis lancée récemment. Là, j'ai profité du confinement pour me lancer dans une nouvelle reconversion. Ou cette fois-ci, c'est peut-être moins une reconversion. C'est peut-être plus un nouveau chemin qui peut être un allié du chemin que je suis pour le moment. Donc pour la faire courte, j'ai fait des études de langue, j'ai un premier master DESS en études européennes spécialisées en économie européenne. Par la suite, j'ai fait quelques petits boulots avant de me sédentariser dans un job de cadre en entreprise. J'ai un côté un peu hyperactif et multipotentiel qui fait que je pouvais abattre des arbres, des forêts entières chaque jour à mon poste de travail et qu'à un moment donné, je faisais plein de choses en fait dans ce poste de cadre. J'étais multitâche et qu'un jour il a été décidé parce qu'en fait ma petite unité était composée de 4-5 personnes, mais on était la tête de la holding qui gérait plusieurs entreprises en dessous et bon, pour des raisons diplomatiques, politiques internes de l'entreprise, il a été décidé que Marie ne pouvait plus faire tous les postes qu'elle occupait à ce moment-là et qu'il fallait vraiment avoir une personne dédiée à chaque tâche. Donc finalement, il y avait moi et puis quand il a fallu recruter du monde pour occuper les différentes tâches que j'exécutais au quotidien, on a recruté 4 personnes. Ce qui fait que si on fait 4 plus 1, moi, ça fait 5. Donc moi, je me sentais bien dans mon équilibre. Je travaillais 60 heures par semaine, allez, entre 45 et 60 les plus grosses, 45 les plus petites. Et je faisais le travail équivalent de 5 personnes. Et moi, je me sentais bien. J'étais dans ma zone de confort, on va dire. Et c'était la charge de travail qu'il me fallait, moi, pour me sentir bien. Voilà. Quand on m'a remplacée par ces 4 personnes, le coup était un peu dur à encaisser. Je l'ai vécu comme une mise au placard. J'étais jeune et fougueuse. Je n'avais pas encore compris les enjeux politiques de mon entreprise. Et surtout, personne ne me les a expliqués. Et surtout, je ne savais pas qui j'étais. Donc je l'ai très très mal vécu. J'ai vécu ça comme une punition, une mise au placard. Je me suis dit, c'est fou. Moi, je suis bien là. Je travaille bien, je suis hyper efficace. J'ai plein de projets différents. Je pouvais accompagner le comptable sur les projets de comptabilité. Je pouvais faire de la préparation de gestion avec mon directeur et le comptable. Je faisais de la communication. Je faisais du suivi de dossiers. J'ai monté des tas de bases de données Access avec tout mon système informatique qui était tout relié là grâce à ma base de données Access. Ce qui fait que en gros le boulot de la secrétaire qui passait des journées et des journées à faire des choses était réduite à un clic grâce à mon super tableau Access. Il suffisait d'ajouter une ligne dans le tableau pour que tous les documents afférents soient mis à jour. Et donc là où il fallait une journée pour faire une entrée de nouveaux dossiers, là il fallait en gros moins d'1 heure. Enfin voilà, j'étais bien, je partais en formation, je rencontrais des gens intéressants, je faisais de l'événementiel. Mes tâches étaient variées, je trouvais ça vraiment super.
Et puis voilà, cette mise au placard, comme moi je l'ai vécu, comme une mise au placard, c'est aujourd'hui, grâce à ma nouvelle formation en cours et à mes lectures et tous les webinaires que j'ai pu suivre pendant le confinement, je me rends compte de ma responsabilité dans l'interprétation de ce qui s'est passé. Et comme je suis quelqu'un qui a besoin qu'on lui explique tout, comme rien ne m'a été expliqué à ce moment-là, eh bien c'est mon interprétation des faits. Et je me suis sentie complètement méprisée, dénigrée, comme si on n'appréciait pas du tout ce que j'avais mis en place, et comme si j'étais de trop, voilà, ce qui faisait que répondre à une croyance intérieure que de toute façon je suis trop, puisque depuis toute petite tu pleures trop, tu bouges trop, tu parles trop, tu rigoles trop, tu lis trop, tu réfléchis trop, donc tout était trop. Et là voilà, là aussi c'était trop et ça fait un trop plein. Donc la situation après pourrit pendant plusieurs années, parce que comme j'étais grassement payée pour faire ce job, j'avais beau m'ennuyer comme un rat mort au boulot, dormir devant mon écran d'ordinateur, essayer de stimuler mon cerveau. J'ai fait une espèce de je sais pas, c'est pas vraiment de nom, ce qui se passe là, si, c'est le burn-out, je crois. Puis après j'ai fait un burn-out, mais d'abord je me suis mis dans un espèce d'état où il n'y a plus rien qui marchait, le cerveau était complètement brûlé, cramé, il n'y avait plus rien, donc forcément j'étais pas bien. Ce qui n'aidait pas pour la vie personnelle, qui n'allait pas bien non plus du tout. Voilà, donc cette situation-là a duré quand même un bon moment, jusqu'au jour où la goutte d'eau a fait déborder le vase de ma direction face à ma grande patience et ma capacité de résistance. On a carrément fait appel à une coupeuse de tête pour me sortir de l'entreprise. Et là, j'ai vécu, je pense, l'événement traumatique, émotionnel le plus important de toute ma vie. Donc une coupeuse de tête, c'est quelqu'un qui est là en fait pour vous licencier. Enfin, pas vraiment pour vous licencier, mais surtout pour vous déprimer et vous casser le maximum pour que ce soit vous qui partiez, quoi, pour que la personne quitte son poste de travail. Et donc moi j'y allais en pleine confiance. On m'a dit que c'était une coach qui allait m'aider, donc j'y suis allée en pleine confiance avec tout mon sac de choses qui n'allaient pas, et je pensais vraiment qu'on allait pouvoir échanger sur ce qui allait, ce qui n'allait pas dans l'entreprise, ce que je pouvais faire évoluer ou pas, mais surtout comment garder mon emploi, puisqu'à ce moment-là je venais juste de me séparer du papa de mes enfants et que mon bébé n'avait que quelques mois, l'enfant numéro 3 n'avait que quelques mois. Donc il y avait quand même un côté de survie nécessaire. Si je perdais mon boulot, là, c'était juste pas possible. On venait d'acheter une maison. Je me retrouvais seule avec une maison qui coûtait un bras. Parce que, au Luxembourg, tout est cher. Oui, je travaille au Luxembourg. Et voilà, quand on a un crédit maison à 2000 € par mois, forcément, ça met un peu sous tension, quoi. Et mon salaire à ce moment-là me permettait largement de payer ce crédit et d'avoir une vie confortable. Et j'étais très très consciente que ce ne serait plus possible après, en changeant de travail, que je ne retrouverais pas la même grille de salaire. Donc voilà, je suis allée à cet entretien pleine de confiance en cette personne que je ne connaissais pas. Et c'est avéré que cette personne avait été payée pour me dire des horreurs. Donc elle s'est attaquée à mon parcours universitaire en me disant que je ne représentais rien, que c'était des diplômes bidons, que c'était juste ma construction mentale qui me faisait croire que mon parcours universitaire pouvait avoir quelconque valeur. Elle s'est attaquée à mes tenues vestimentaires, elle s'est attaquée à mon mode de vie, à comment j'élevais mes enfants,
Voilà, elle avait finalement eu pas mal d'informations et elle maîtrisait suffisamment la psychologie pour pouvoir toucher les points faibles. Ça a été très très dur et très violent. J'en ai fait donc un burn-out quelques jours après. Je me suis littéralement effondrée dans ma salle de bain un lundi à 16h. J'avais pas pu aller travailler ce jour-là. J'avais déjà pris contact avec un avocat, voyant que le vent tournait, qu'il fallait absolument faire quelque chose. Mon employeur m'a fait miroiter un contrat bidon avec un changement de structure, d'autres conditions de travail, l'intitulé de poste que je réclamais depuis des années pour légitimer ce que je faisais. Mais je voyais l'arnaque arriver. Donc j'avais pris contact avec un avocat déjà. Et puis voilà, le 13 octobre, le matin, je me lève, j'ai mal au dos, je peux pas bouger le bras, j'ai la nuque complètement coincée. Et là, je me dis non, c'est pas possible, je peux pas y aller. J'avais déjà vidé mon bureau, j'avais déjà enlevé toutes mes affaires, une par une, chaque jour. Je ramenais une plante, un pot à crayon, mes petites affaires, les photos que j'avais mises au mur. Donc chaque jour, j'ai vidé mon bureau. Et le vendredi, je savais que j'avais plus rien à moi. J'avais vidé tout mon ordinateur. J'avais effacé tous mes fichiers, tous mes historiques, tous mes mails, parce que j'avais vraiment plus rien à faire les 2 dernières semaines. Donc j'ai passé du temps à tout ranger, tout nettoyer, à ne laisser aucune trace. J'avais la complicité d'un gars au service informatique qui m'a aidé à vraiment tout nettoyer. Donc le vendredi, j'étais partie sachant que si je revenais, c'était pas pour longtemps. Et voilà, lundi matin, je me lève, je suis pas bien, j'ai mal au dos, j'ai mal au bras, j'ai la nuque coincée, j'arrive pas à bouger. Donc j'emmène les enfants à l'école et à la crèche. Je vais chez le médecin, il me dit « Oh, vous êtes pas bien, je vous arrête une semaine. » Et il m'a dit « Je vous prescris là des médicaments que j'ai jamais pris. Des trucs qui vont tenir le coup là. » J'en voulais pas. Donc j'ai pas pris ça. Voilà. Et puis j'ai dormi toute la journée. Puis vers 16h, un peu avant 16h, j'avais envie d'un thé. Donc je suis descendue de ma chambre qui était au premier étage. Je suis allée dans ma cuisine. Et là, tout s'est mis à vaciller. Les premiers vertiges, gros vertiges là, de ma vie sont arrivés. Enfin, j'en avais déjà eu avant, mais pas si fort. Et je suis montée dans la salle de bain parce que je me sentais mal. Et là, j'ai juste eu le temps d'appeler mon meilleur ami pour dire que ça n'allait pas du tout. Et je me suis littéralement écroulée dans ma salle de bain. J'ai vraiment cru que j'allais mourir. J'ai vraiment cru que j'étais en train de faire un infarctus. Et en fait, non, c'était juste les nerfs qui lâchaient. Et donc, il est venu, il est venu me chercher. Il m'a posé sur mon lit. Et puis là, j'ai dormi pendant 2 semaines. Alors, comment ça s'est passé pour les enfants ? Eh ben, j'en ai survécu. Voilà, je m'en occupais 10 minutes le matin, 10 minutes le soir. Leur père venait les chercher tôt le matin, il me les ramenait le soir. Et il fallait pas que ça bronche, quoi. Il fallait que ça dorme. Donc, j'avais pas l'énergie pour m'en occuper. Donc voilà, ça c'est le moment où tout a basculé dans ma vie à moi. Et puis là, à ce moment-là, j'ai une amie qui a parlé de burn-out. Mon médecin a refusé de mettre une étiquette, il a refusé de me mettre dans une case. Et toute cette histoire et ce refus de me mettre dans une case a du sens, un grand sens. C'est tout le sens de la suite et de mon chemin de pensée. Donc voilà, ce que je viens de vous raconter là, c'est le début de l'histoire du refus de mettre dans une case. Et comment ne m'avoir jamais mis dans une case m'a finalement sauvé la peau. C'est ce qui m'a permis de rebondir. Parce que moi, je ne savais pas ce qui m'arrivait à ce moment-là. Je n'étais absolument pas consciente
de ce qui m'arrivait. J'avais jamais entendu parler d'un burn-out, je ne savais pas ce qu'était un burn-out. Je n'avais aucun contrôle de la situation. Tout ce que je sais, c'est que mon meilleur ami, me connaissant suffisamment bien, n'a absolument pas appelé une ambulance parce que si on m'avait mis dans une unité psychiatrique, parce que c'est ce qui m'attendait à ce moment-là, ça aurait été la fin de mon existence. Donc j'ai été finalement entourée d'anges gardiens qui ont bien voulu m'accompagner vers le chemin de la guérison et de la prise de conscience. Et je pense que là où j'en suis aujourd'hui, de ma prise de conscience, de mon chemin de formation, on s'approche du rêve d'enfant que j'avais à l'époque, quand j'étais petite, et que j'avais à peu près l'âge de ma numéro 3, là, vers 8 ans. Quand j'ai commencé à comprendre que dans certaines cultures, il y avait des sages dans les villages, je me suis dit, moi, quand je serai grande, je serai sage. Pas sage à pas faire de bêtises, mais un sage. Quelqu'un qui a compris certains enjeux, quelqu'un qui a compris un peu le fonctionnement de notre cerveau, quelqu'un qui a compris des choses et qui a envie de les transmettre. Et donc sans le savoir, ce burn-out a été la porte d'entrée vers justement cette nouvelle voie qui s'ouvre à moi. Donc le burn-out c'était en 2013, on est en 2020, le chemin a été long. Sur le moment, quand j'étais allongée dans ma chambre et que j'ai une amie qui m'a dit, tu sais, il va te falloir du temps pour remonter la pente, j'en ai fait un moi aussi, il m'a vraiment fallu du temps. Mais à un moment donné, parce que je devais aller voir mon médecin régulièrement pour renouveler mes arrêts maladie, parce que l'histoire avec mon employeur n'était toujours pas réglée. À un moment donné, je lui ai parlé face à face. Je lui ai dit, moi, vos médocs, docteur, j'en veux pas, je les prendrai pas. Je vais m'en sortir avec mon mental. Il m'a dit, vous savez, il faut savoir être humble dans la vie. Et si vous en avez besoin, vous les prenez. Je lui ai dit, mais moi, j'en ai pas besoin. C'est pas une question d'humilité, c'est juste une question de volonté. J'ai pas envie de rester dans cet état-là. J'ai pas envie d'avoir le cerveau complètement ramolli par vos médocs. Moi, je veux rester dans la pleine conscience de qui je suis. Je veux garder le contrôle. Je suis quelqu'un qui a toujours tout contrôlé dans sa vie. Et je veux garder le contrôle de ma vie. Je veux retourner. Je veux rester une bonne maman. Je veux m'occuper de mes enfants. Je veux continuer à avoir la patate. Je veux continuer à me lever. Je veux continuer à faire des choses. J'ai pas envie de ressembler à un zombie. J'en ai trop vu. Je crois que j'ai été traumatisée par cette image de personnes qui sombrent dans la dépression, qui n'arrivent plus à se lever. Et moi, j'ai envie de marcher, j'ai envie de me lever. J'aime la vie, j'ai envie de la croquer à pleines dents. J'ai pas envie de prendre vos médocs, doc. Et ça, je lui ai répété à chaque fois. Et puis, il y a eu cette fois aussi, on a discuté donc en face à face. Et je lui ai dit, c'est donc un burn-out. Et il me dit, mais vous l'appelez comme vous voulez, on va pas vous mettre dans une case. Je lui ai dit, mais là, il va me falloir combien de temps pour me remettre de ça? Combien de temps il faut pour guérir de ce putain de truc? Et il me dit, le chemin, il est long. Il me dit, en général, on compte 3 ans. 3 ans? Ça m'a semblé être une éternité. Quand on est là, assis par terre, allongé dans son lit et qu'il n'y a plus rien qui fonctionne, et qu'on fait le chemin à l'envers et qu'on se dit, oh là là, mais les 3 dernières années ont été les plus longues de toute ma vie. J'ai cru que cet enfer ne finirait jamais, et maintenant on est là. On pensait je pensais que c'était la fin de l'enfer, et en fait non. Docteur, là, vous êtes en train de me dire que j'en ai encore pour 3 ans dans cet état-là? Mais je vais jamais tenir. Je préfère mourir. C'est pas possible. Je pourrais jamais tenir 3 ans comme ça, à être complètement apathique, avoir des idées morbides tous les jours, à me battre contre mes idées morbides, à pas savoir où je vais, à pas savoir ce que je veux. J'ai dit, c'est pas ça, c'est pas ça ma vie. Moi, je veux aller bien. Et il me dit, bah, dites-vous qu'il y a des gens qui arrivent en moins de temps, mais il y en a aussi qui arrivent en plus de temps. 3 ans, c'est la moyenne. Bon. Je marche, donc je pense. Merci pour ce petit rappel de kilomètres. Et donc voilà. Je me suis retrouvée avec ces informations-là en main. J'ai continué à regarder des films et des séries en VO. Je me suis mise à tricoter et j'ai commencé à aller marcher dans la nature. Voilà ce qui m'a sauvée.
des films en VO, le tricot et la marche dans la nature. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à courir aussi, pour sauver ma peau. Et à réfléchir. Et à réfléchir. Et à réfléchir. J'avais l'impression d'être dans un désert avec tous les possibles autour de moi. Je vais à gauche, je vais à droite, je vais en face, je recule, je fais quoi, je vais où? Tout était possible, il n'y avait plus rien. C'est comme si on avait appuyé sur le bouton reset. Plus de mari, bientôt plus de maison, elle était en vente. Plus de boulot, plus d'attache, rien. Libre, comme le vent. Plus personne pour me dire tu fais pas, tu fais pas. Plus personne pour me crier dessus. Plus personne pour dénigrer ce que je fais ou pour ne pas valoriser ce que je fais. Juste tous les possibles. Tout était ouvert. Mais c'était le grand désert autour. J'avais plus rien dans les mains. J'aurais préféré me retrouver dans un paradis avec plein de fruitiers et de légumes et une abondance. Non, là, c'était sec et aride. J'avais plus rien du tout. Comme le petit prince, en fait. Hein. Complètement projeté, là, dans mon désert, avec l'infini des possibles devant moi et une grande traversée en vue. Parce que sans outils, sans bagages, juste avec mes pieds et ma force mentale. Peut-être que d'avoir vu tellement de fois, quand je travaillais au Futuroscope, ce film sur... c'est le grand aviateur, j'ai oublié le nom, qui a traversé la cordillère des Andes avec son avion et qui s'est crashé et qui a tout traversé à la main, qui est arrivé avec les pieds et les mains gelés, qui a tout traversé, donc sans outils, sans équipement, juste avec ses pieds et son mental. Ça m'a peut-être donné du courage pour avancer, je sais pas. Mais en attendant, je suis partie dans ma traversée du désert. J'ai choisi un objectif assez atteignable, juste retraverser la France pour rentrer à la maison. Ouais, parce que j'avais escaladé plein de plans, mais avec un bébé de moins de 2 ans, ça me semblait un petit peu compliqué. Les 2 grands auraient peut-être pu suivre, mais voilà, la Californie, c'était encore un peu inatteignable. Juste en regardant Google Maps, le prix des loyers, trouver un boulot, loger hyper loin, scolariser tout le monde, mais aux États-Unis, il n'y a pas d'école publique. Enfin, ça semblait un petit peu trop compliqué. Alors j'ai regardé, j'ai vu que quand on avait enseigné, quand on est titulaire d'un poste d'enseignant pendant 2 ans minimum, on peut partir à l'étranger. Et ça a été ma motivation. Je me suis dit, allez où? On rentre en France, je vais préparer un concours, je dois bien en être capable quand même. Il y en a d'autres qui l'ont eu. Préparer un concours, je vais faire prof, et puis 2 ans après, on demandera à s'en aller et on ira à l'étranger, on va aller voir le monde avec les filles, on va aller s'amuser un peu, on est libre, il n'y a plus rien pour nous retenir, on est libre de faire ce qu'on veut. Donc voilà, on est rentré. Je vous raconte un peu mon histoire, je me dis que ça peut être porteur de voir un petit peu un parcours de vie. Et encore, il manque plein de détails, il manque plein d'anecdotes, plein d'événements, mais ça donne un petit peu un point de départ, parce qu'en fait, là où je veux arriver, c'est les cases. Ce matin, je me suis encore énervée parce que on vit dans un monde où on met tout le monde dans une case. Et mettre les gens dans des cases, c'est pas leur rendre service. Mais vraiment pas, parce que quand on se met dans une case, on s'entoure de fausses croyances et on ne s'autorise pas à voir en dehors de ces fausses croyances. On se dit, moi je suis comme ça, donc voilà, je bouge pas, je reste là, je suis comme ça fait partie de moi, je peux pas évoluer, je peux pas changer, je peux pas bouger, je suis dans ma case. Alors si la case elle est positive pour la société, pour la norme pensante, si la case elle est je suis scolaire, j'ai des bonnes notes, je lève la main, j'ai une belle écriture dans mon cahier, je réponds toujours ce qu'il faut, je fais toujours mes exercices,
Je m'endors bien le soir, je me réveille bien le matin. Je prends mon petit déjeuner, je mange de tout. Je fais du sport, je fais de la musique. J'ai une option latin et tout va bien. Alors la case, elle est porteuse. Le regard des adultes autour est extrêmement positif. Tout le monde va s'extasier sur cet enfant. Les conseils de classe seront ponctués de « Oh, quel élève extraordinaire ! Que dire, s'ils étaient tous comme elle ou tous comme lui, la vie serait tellement plus simple. » Voilà. Et ce pion-là, on l'a mis dans la case enfant parfait. Ouais, j'en ai une chez moi, je l'ai mise dans la case enfant parfait. La pauvre, elle n'a pas le droit d'en sortir, elle n'a pas le droit d'en bouger. Et moi, la première, quand elle en bouge, je fais les gros yeux, je dis « Mais enfin, qu'est-ce que tu fais ? Tu sors de ta case d'enfant parfait. » Elle aimerait bien en bouger un petit peu. Alors elle construit des plans secrets, elle construit son avenir, elle construit des choses en dehors de cette case. Mais voilà, je suis quand même quelqu'un d'assez ouvert d'esprit, donc on contrôle un petit peu quand même. Enfin, c'est un peu paradoxal ce que je viens de vous dire. Et puis après, il y a toutes les autres cases. Il y a les autres cases du moyen. Alors le moyen, c'est celui qui pourrait mais qui ne fait pas. C'est celui qui a un peu de difficulté, qui travaille mais qui est mignon quand même. Voilà, c'est tous ceux qui auront des encouragements, conseils de classe. Parce que mine de rien, je vous parle d'école, mais l'école c'est ce qui conditionne l'enfant. C'est là où il passe presque 10 heures de sa journée. C'est là où il se définit. Le regard qu'ont ses parents sur lui est basé sur l'école. Ça s'est bien passé l'école aujourd'hui. T'as été mignon avec la maîtresse ? T'as eu des bonnes notes ? Voilà, donc on se conditionne tous par rapport à son rôle à l'école. Et toi, qui es-tu dans la classe ? Tu mets le bazar ? Tu papotes ? Tu t'ennuies ? Tu es sage ? Tu réponds ? Tu as la main levée à chaque fois ? Tu es celui qui est toujours le premier à vouloir aider ? Tu es qui dans ta salle de classe ? Tu es qui dans ton groupe classe ? L'école, c'est une espèce de broyeuse d'enfants. C'est ce qui nous conditionne dans la vie d'adulte que nous aurons, puisque les parents félicitent les enfants qui auront eu des bons bulletins, qui correspondent aux normes, et la famille est heureuse. Quelle grand-mère ne s'extasie pas devant son petit-fils ou sa petite-fille qui aura brillamment réussi son bac ? L'école, c'est le conditionnement. C'est savoir faire le dos rond, respecter les consignes, accepter ce qu'on nous demande de faire sans le remettre en question, accepter de faire des trucs cons, complètement cons, sans avoir le droit de me poser la question « Maîtresse, pourquoi je dois réécrire ce truc-là ? C'est déjà écrit. Maître, il faut vraiment que je colorie les feuilles de l'arbre en vert parce que, tout le monde sait que les feuilles d'un arbre c'est vert. À quoi ça sert là de colorier les feuilles de l'arbre en vert ? À quoi ça me sert de réécrire ce qui est déjà écrit sur la feuille ? Pourquoi je dois répéter des gestes sans réfléchir à leur sens ? Pourquoi je dois juste faire ce qu'on me demande sans réfléchir à ce que je suis en train de faire ? Pourquoi je dois faire des trucs qui n'ont absolument aucun sens, qui sont complètement décousus les uns des autres, sans jamais m'interroger sur le bien fondé de ce que je suis en train de faire ? Prof, Mrs, Frau, hola, ¿qué tal ? Mais toutes les matières sont liées les unes aux autres, c'est juste la vie qui est séparée dans des matières. Et là, on me demande de juste appliquer bêtement un théorème, une explication, une définition. On ne me donne pas de sens dans ce que je suis en train de faire. Et surtout, j'apprends à rester bien assis, à avoir une écriture impeccable. Parce que si mon cahier est mal écrit, on pense que je suis idiot. On m'apprend à faire et à pas réfléchir. Et quand tu réfléchis et que tu oses interrompre, on te traite d'insolent, on te met à la porte, on met un mot dans ton carnet. On appelle tes parents,
on te punit. Et donc, on te conditionne à devenir un être normopensant qui reste dans la case de l'enfant scolaire. Et quand tu sors de cette case, on te met dans d'autres cases. Il y a forcément un truc qui cloche avec cet enfant. Il a forcément un trouble quelque part. On appelle ça des troubles d'apprentissage, des besoins spécifiques. Alors il faut des adaptations. C'est juste que ces enfants-là n'ont pas envie d'être dans une case. Ils ont un peu cette force, cette liberté d'assumer, ne pas avoir envie d'être conditionnés par un système qui ne leur convient pas. Et donc, comme on n'arrive pas à les conditionner comme on veut, on les colle dans une case. Je ne remettrai jamais en doute, mais vraiment jamais, tous les noms qui existent pour désigner ces troubles. Ce que je remets en cause, c'est la case dans laquelle on met le môme. En ce moment, on est en train de faire un parcours de bilan pour ma numéro 3. Parce que les deux grandes ont compris les règles du jeu. Elles ont compris que pour survivre, il fallait rentrer dans le moule. Il fallait rentrer dans la case. Elles l'ont compris. Ça n'a pas été simple, mais elles l'ont compris. Je suis assez fière d'elles parce que moi, j'ai jamais réussi à le faire. Elles ont compris, elles y arrivent, elles s'en sortent super bien. Elles ont des bons résultats, des bonnes appréciations dans leur dossier. Elles ont des amis, des activités extrascolaires. Ça roule pour le moment, jusqu'au jour où. Je ne sais pas jusque quand ça va durer, mais pour le moment, ça roule. Elles rentrent dans le moule. Et puis, j'ai mon troublion. Mon numéro 3 qui me fait penser à moi, au même âge. Qui fout le bordel. Qui est dans une liberté, mais une immense liberté de penser. Et quelque part, j'admire cette liberté à 8 ans. Je me dis que cet enfant a une force d'esprit qui est déjà bien plus affirmée que nombre d'adultes. Parce que quand elle n'est pas d'accord avec quelque chose ou quand ça lui pose question, elle ose poser les questions. Elle interrompt des adultes pour poser ses questions. Elle cherche le sens du monde. Je lui laisse avoir cette liberté tout en essayant de lui apprendre les règles de politesse, de respect dans la société dans laquelle on vit. Mais là, on est en train de faire un parcours de bilan et on va me mettre ma fille dans une case. Dans une case qui va lui autoriser ou pas lui autoriser certaines choses, certaines actions, certains comportements. J'ai pas envie. J'ai envie qu'elle apprenne à composer avec ses particularités. Moi aussi, je suis allée faire un début de bilan la semaine dernière. J'ai vu un psychiatre et une psychologue pour discuter pendant 1 heure pour voir si je faisais partie des personnes à prendre en charge ou pas. Théoriquement parlant, au potentiel, Asperger peut-être, rien d'handicapant jusque-là, il y a des cas bien pires que moi. Donc moi, je ne vais pas avoir droit au grand jeu du bilan. J'ai réussi à m'insérer dans la société, j'ai réussi à avoir un travail, j'ai réussi à acheter une maison, j'ai réussi à trouver un compagnon, j'ai réussi à avoir des enfants, je m'occupe de mes enfants sont scolarisés, mes enfants vont bien. Donc je ne présente aucun handicap. Et parce que je ne présente aucun handicap et que ma situation est stable, aujourd'hui, je n'aurai pas de prise en charge et mon bilan n'ira pas plus loin. J'aurais fait la demande de bilan il y a 7 ans. Peut-être que là, j'aurais eu une prise en charge. Peut-être qu'on m'aurait collé une étiquette d'handicapé. Je ne sais pas. En attendant, je ne l'ai pas. Ça m'a rassurée. Sur le moment, j'étais triste. Parce que d'abord, je me suis dit, si j'ai enfin mon autocollant trouble du spectre autistique, j'aurai enfin la paix. Je pourrais arriver au boulot avec mon badge et dire foutez-moi la paix. Moi, j'ai les troubles du spectre autistique. Donc vous me foutez la paix. Vous arrêtez de me faire la bise. Vous arrêtez de me parler de la foire fouille et de Jiffy. Vous arrêtez de me parler de la télé hier soir parce que clairement, ça ne m'intéresse pas. Mais non seulement ça ne m'intéresse pas, mais en plus, ça me met hors de moi. Depuis que je suis toute petite. Ça me met hors de moi. Les discussions qui servent à rien, ça me met hors de moi. Je me dis, je perds mon temps.
C'est pas ça la vie. On n'est pas là les uns avec les autres pour parler de trucs qui servent à rien. Je veux dire, si je veux aller savoir ce qu'il y a chez Jiffy, j'y vais moi. J'ai pas besoin de passer 2 heures à discuter avec quelqu'un pour savoir ce qu'il y a Jiffy, combien ça coûte. Mais j'ai appris. J'ai fait des cours d'habilité sociale il y a déjà quasiment 15 ans. Et j'ai appris. Avec une psychologue, j'ai appris tout ça. J'ai appris même à prendre du plaisir à avoir ces conversations-là. Parce que finalement, ça représente un défi, une espèce de challenge. Quand je me retrouve à être dans la capacité à échanger avec une personne sur un sujet qui ne m'intéresse absolument pas et que je juge complètement futile, je suis hyper fière de moi. Je me dis, waouh Marie, t'as réussi un truc là. T'as réussi un truc dont t'étais absolument pas capable de... Enfin, que tu pensais pas être capable de faire un jour. Là, on arrive à l'endroit où on a vu un serpent hier. Pourvu qu'il n'y en ait plus. C'est dommage, je serais bien venue me promener dans le bois. Bon, je vais pas aller dans le bois. Trop de peur d'avoir un serpent ici. On va remonter. Donc, cette notion de case, elle me déplaît complètement. Parce que j'ai pas envie qu'on colle ma gamine dans une case. J'ai des enfants en classe qui sont dans des cases et du coup on leur autorise des trucs. Machin, ah oui non mais il est TDAH, c'est normal, il a le droit. Comment ça il a le droit? Il a le droit de quoi? Parce qu'il est TDAH. Il a le droit de me foutre ma classe en l'air? Il a le droit de me foutre le bordel? Il a le droit de m'insulter? Il a le droit de mal se tenir? Mais je suis pas d'accord. Il est TDAH, mais il faut compenser. C'est à lui d'apprendre à vivre avec. Il va faire comment quand il sera adulte et qu'il sera dans le monde de l'entreprise? On va lui dire, ah ben non mais bidule, t'es TDAH, t'inquiète. Tu vas travailler 2 fois moins que les autres. Ça marche pas. Il n'y a pas un seul patron sur cette terre qui sera d'accord pour que son employé, sous couvert qu'il est TDAH avec un papier qui lui met son badge, que son TDAH l'insulte. Je veux dire, ça marche pas. Comme moi, ma gamine, qu'elle soit ceci ou cela, on va pas lui coller un autocollant dessus. On va pas lui dire, numéro 3, t'as le droit de faire ce que tu veux dans la maison et de tout détruire parce que t'es un haut potentiel de très haut niveau et complexe en plus parce que c'est pas un haut potentiel laminaire. Un haut potentiel laminaire, c'est un gamin où tout va bien. Donc celui-là, il fait pas des bilans. Moi, j'ai un haut potentiel, apparemment de très haut niveau. On a un décalage a priori de 3 ans entre l'âge réel et l'âge mental. Et en plus complexe. Donc complètement hétérogène. Ce qui provoque des ascenseurs émotionnels dans une journée de dingue. Des crises de malade. Mais là, ça va mieux. Parce que je veux pas la mettre dans une case. Je veux pas lui dire « Ah, je sais ma chérie, t'es HPI, c'est pas grave tes crises, c'est normal, t'as le droit de les faire. » Bah non, c'est ma chérie. Visiblement, tu es au potentiel comme ta maman et tes sœurs, sûrement ton papa aussi. Et on va t'apprendre à le vivre avec, on va t'apprendre à gérer ça, on va t'apprendre à gérer tes ascenseurs émotionnels, on va t'apprendre à gérer tes émotions. On va te mettre sur le chemin d'une plus grande sérénité. Je veux pas te laisser dans une case. Je veux dire, c'est pas la bienveillance de laisser un gamin dans une case. Comme je me suis énervée aujourd'hui parce que je reçois des échanges de collègues où on colle un gamin dans une case parce qu'il a un nom à consonance. Et donc du coup, on lui attribue un changement d'attitude en classe, virtuelle ou pas virtuelle, parce qu'il a un nom à consonance étrangère. Alors on dit c'est normal. Ce gamin, il a un nom de telle origine, donc c'est normal qu'il se comporte comme ça. On le fout dans une case. Mais non, c'est pas parce qu'il a un nom de telle origine qu'il fout le bordel dans la classe. Enfin, ça n'a rien à voir. C'est peut-être juste qu'il a un malaise. Il a peut-être un problème, il a peut-être eu un choc émotionnel, une situation traumatique. Peut-être qu'il a besoin d'un cadre pour le cadrer vers là où il va, pour lui apprendre, pour lui dire « Ok, tu as ce nom à consonance étrangère, tu te retrouves dans un conflit de culture.
dans un conflit culturel. Tu sais pas quelle culture choisir, mais prends les deux, mon gars, c'est ta plus grande richesse. Mais non, parce qu'on vit en France en 2020, on va lui demander de choisir. Ma grande, elle est née au Luxembourg. On pensait naïvement pouvoir conserver la double culture en arrivant en France. Elle a dû choisir, à son insu, contre son gré. Elle a dû choisir la culture. Elle a dû choisir un référentiel culturel pour s'adapter à ce nouvel environnement. Les gamins lui ont pas laissé la chance d'être dans une double culture. Les profs non plus. Elle est forcément dans une case, elle dérange. Mais t'es française ou luxembourgeoise ? Je suis française née au Luxembourg. Oui, mais tes parents ? Maman est charentaise, papa est alsacien. Oui, mais du coup, t'es quoi, toi ? Je sais pas, je me suis jamais posé la question. Moi, je m'appelle numéro 1 et je vais bien. Oui, mais pourquoi tu vas au Luxembourg à toutes les vacances ? Parce que mon papa, il habite là-bas. Ah. Mais ma belle-mère, elle est estonienne. Elle parle 8 langues. D'accord, c'est compliqué ta vie, hein. Non, sa vie, elle est pas compliquée. Sa vie, elle est juste ouverte sur le monde. Sa vie, elle est juste ouverte sur d'autres cultures, d'autres langues, d'autres choses. Elle n'est pas dans une case. On ne l'a pas renfermée dans une case. Voilà, c'était mon premier podcast sur la case, l'enfermement dans la case. J'espère pouvoir faire d'autres podcasts dans les jours qui arrivent. Voilà, à bientôt!